le titre que l'on a donné d'ailleurs à cette conférence, je vais essayer de le situer par rapport à l'histoire russe, dont frère Thierry d'ailleurs vient de parler, enfin qu'il vient d'évoquer. Alors, quelle peut être la notion de catastrophe que l'on a, qui est dans le titre, n'est-ce pas, Leskov, prophète de la catastrophe russe, mais pas seulement, je crois, de la catastrophe russe. Je crois que cela va bien au-delà. Et je voudrais, Leskov lui-même l'a suggéré, enfin l'a même indiqué dans les derniers mots que Sénic en même temps. Et il dit, voilà, ce que vous venez de lire ou de voir, eh bien c'est un prologue à un cataclysme inéluctable. Et d'après un grand critique russe de l'époque soviétique, Lev Aniensky, qui a été l'un des premiers à s'intéresser à ce roman méconnu, comme frère Thierry l'a rappelé, oublié, qui a été publié du vivant de Leskov, mais extrêmement attaqué par l'ensemble de la critique de l'époque, et attaqué des deux côtés, n'est-ce pas? Parce que c'était en 1870, et d'ailleurs, ce roman a été est paru en même temps presque que Les démons de Dostoïevski, et chez le même éditeur, Katkov, qui était un éditeur conservateur. Dans le Messager russe, il a été d'ailleurs d'abord publié sous forme de feuilleton, puis en volume, comme cela se pratiquait à l'époque, ce qui évidemment nous montre que aujourd'hui ces grands romans du XIXe siècle, d'ailleurs que ce soit ceux de Balzac ou ceux de Dostoïevski ou ceux de Leskov, sont pour nous des classiques, mais c'était en même temps au fond de la littérature populaire, c'est-à-dire qu'ils étaient lus comme on lit aujourd'hui, vous voyez, les magazines, sous forme de feuilleton, et donc il fallait chaque fois, il fallait toujours ménager un suspense, comme on dit, pour que l'intérêt des lecteurs, pour maintenir l'intérêt des lecteurs, et pour qu'ils achètent le numéro suivant et qu'ils lisent la suite. Donc cela est évidemment à prendre en compte. Alors pourquoi attribuer à un roman au fond de caractère populaire, qui raconte une histoire, bon, on pourrait parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de roman noir, parce que c'est l'histoire, au fond, le nœud de l'intrigue, c'est une jeune femme qui appartient au cercle du nihiliste, qui a épousé un homme très riche, on dirait aujourd'hui un oligarque, n'est-ce pas, un maréchal de la noblesse, immensément riche, et qui le fait assassiner pour s'emparer de sa fortune. Au fond, c'est cela, le nœud de l'intrigue. Donc cela pourrait paraître, au fond, d'un intérêt très relatif. Mais à travers la trame, n'est-ce pas, de tout le processus de ce complot, Leskov brosse véritablement le tableau de toute une société, de toute la société russe de cette époque. Et il faut rappeler que, à propos de Leskov lui-même, il a été, vous savez, il a été pendant de longues années intendant des domaines d'un Anglais, d'un riche Anglais. Il faut se souvenir de la place que des Anglais en Russie à cette époque. Il y a d'ailleurs une nouvelle de Leskov qui s'appelle La volonté de faire, Hugo Pectoralis ou La volonté de faire, où à nouveau il est question d'un Anglais très riche, n'est-ce pas, qui possède des biens en Russie, des usines, des propriétés agricoles. Et Leskov, comme intendant, il avait été introduit par son oncle, n'est-ce pas, auprès de ce riche anglais, de ce riche propriétaire, capitaliste, n'est-ce pas. Il a, pendant de longues années, parcouru la Russie et observé la société russe. Et observé toutes les classes de la société russe. D'où sa connaissance extrêmement aiguë, enfin, de la paysannerie dont on avait parlé, mais de toutes les classes. Et donc, il a
on l'a bien sûr, on a tendance à le comparer à Dostoïevski, mais le rapproche du phénomène qui est au centre de À couteau tiré, qui est le titre de ce roman, aussi bien que des démons de Dostoïevski, n'est pas du tout le même. Car Dostoïevski, comme vous savez, a une vision métaphysique de l'histoire, religieuse, n'est-ce pas? Tous ces romans, pourrait-on dire, sont autant de paraboles christiques. Ce n'est pas du tout le cas de Leskov. Leskov a un regard extrêmement distancié. Et cela lui a valu des ennuis parce que, du fait justement de cette indépendance à laquelle il a toujours tenu et qui lui a valu, comme je l'ai dit, des représailles, n'est-ce pas, de chaque camp en présence, puisqu'il y avait d'un côté évidemment la Russie officielle, celle du régime tsariste, n'est-ce pas, avec sa bureaucratie, avec sa table des rangs, et puis la Russie nouvelle, qui était la Russie révolutionnaire, et qui en fait devenait, avait une position de plus en plus dominante, n'est-ce pas, dans la société. C'est-à-dire que le vrai pouvoir, le pouvoir intellectuel, le pouvoir moral, le pouvoir même, on pourrait dire, politique, il n'était plus dans le camp du pouvoir officiel, n'est-ce pas? Il n'était plus dans le camp de l'autocratie. Il était véritablement, il s'était implanté, bien entendu, sous l'influence des idées occidentales, des idées socialistes, mais il s'était infusé, on peut dire, dans la société, à travers les journaux, à travers les cercles, à travers, il y avait même, ce qui peut nous, c'est un phénomène que nous connaissons, puisque ça a été un peu le cas autour de mai 68, il y avait des communes, n'est-ce pas, des communes libres, où les gens vivaient, il y avait l'amour libre, n'est-ce pas, enfin toutes les idées que nous avons connues beaucoup autour de mai 68, elles étaient pratiquées dans la Russie de 1860, entre 1860 et 1870. Alors, il faut aussi rappeler l'existence d'un mouvement révolutionnaire extrêmement actif, qui n'était pas du tout, d'ailleurs, celui que l'on a connu plus tard avec les bolcheviks. Les bolcheviks n'ont fait leur apparition que beaucoup plus tard, et ils étaient extrêmement minoritaires, n'est-ce pas, par rapport, enfin, dans ce cadre-là, dans ce camp révolutionnaire. Le parti le plus puissant, c'était le parti des socialistes révolutionnaires, et Netchaïev a été une des principales figures, n'est-ce pas, du nihilisme russe, qui avait écrit et publié le fameux catéchisme du révolutionnaire, avait été l'un des participants, n'est-ce pas, de la création, avait participé à la création d'un groupe, du groupe, on pourrait dire, terroriste du Parti socialiste révolutionnaire, qui s'appelait la volonté du peuple, Narodnaya Volia. Alors pour la petite histoire, j'ai raconté cela dans un autre livre dont j'ai parlé ici même, c'est la théologie de la provocation. Il faut aussi rappeler, enfin il n'est pas du tout présent dans le roman de Leskov, mais il est, on pourrait dire, sous-jacent, il est dans l'ombre, c'est le personnage de Azef, qui avait le tour de force d'être à la fois le chef tout-puissant de ce groupe, frère Thierry disait de secte, oui, on pourrait presque parler de secte, il y a un côté sectaire, n'est-ce pas, dans les engagements de ces jeunes gens qui voulaient renverser la société russe, qui effectivement, peut-être, n'est-ce pas, présentait tellement de vices et de tares qu'on pouvait comprendre cette attitude de la part de jeunes gens qui n'avaient pas leur place, justement, dans cette société. Et donc il y avait ce courant, n'est-ce pas, qui a procédé aux attentats, comme on le sait, qui finalement a fini par assassiner, abouti à l'assassinat du tsar en 1881. Et le paradoxe, c'est que c'est le tsar le plus réformateur, celui qui voulait justement transformer la Russie, mais cela venait certainement trop tard, qui était l'objet de la vindicte de ces révolutionnaires. Alors cela m'amène un peu, si vous voulez, on voit dans ce roman que ce thème de la provocation que j'ai déjà
développé dans un essai très personnel, il est tout à fait présent dans ce roman, parce que on se trouve devant une situation extrêmement paradoxale, c'est-à-dire que qui se caractérise par ce qu'on pourrait appeler l'alliance des extrêmes. Je viens de lire un compte rendu de l'assassinat d'Alexandre II, un compte rendu officiel, mais qui ne rend pas, qui est extrêmement superficiel, parce qu'on a attribué cet attentat aux anarchistes, enfin justement à ces nihilistes, n'est-ce pas, de la volonté du peuple. Vous savez que c'était Sofia Pierlowska, qui elle-même était la fille d'un gouverneur qui appartenait à la noblesse. C'était ceux qui ont procédé, ceux qui étaient acquis à ce courant qu'on appelait le nihilisme. Ce n'étaient pas du tout des gens du peuple. Ce n'étaient pas du tout des gens d'en bas. C'était des gens qui appartenaient à la noblesse, qui appartenaient à la classe, au fond, dirigeante, mais qui étaient révoltés par l'injustice, au fond, de leurs parents, n'est-ce pas? Il faudrait aussi parler de cela. Alors donc, ce qui apparaît, c'est cet antagonisme, n'est-ce pas, entre, d'un côté, ce que l'on appelait les nihilistes, qui voulaient détruire les fondements de la société autocratique et qui s'en prenaient en premier lieu, évidemment, à la religion, à l'Église, n'est-ce pas? Et de notre côté, encore ceux qui voulaient défendre des valeurs qu'on pourrait, évidemment, conservatrices, traditionnelles, qui étaient le support de cette société. Et je crois que un aspect fondamental pour comprendre l'ébranlement, n'est-ce pas, de cette société telle que le décrit Leskov à travers sa galerie de personnages, à travers ses intrigues, à travers tous les rebondissements, parce que je répète, c'est un roman qui est extrêmement captivant sur le plan purement narratif, sur le plan purement littéraire. Mais on pourrait se demander quel est l'intérêt aujourd'hui de traduire et de publier en français un roman publié en Russie en 1870, qui se rapporte à une époque qui pour nous maintenant appartient à l'histoire, mais à l'histoire, disons, une histoire on pourrait considérer que cette histoire ne nous concerne plus du tout, n'est-ce pas? Qu'elle appartient au passé, on l'a reléguée dans un passé, et se demander pourquoi, au fond, traduire un roman malgré son intérêt littéraire, malgré quelle est l'importance de ce roman? Eh bien, je crois que justement la clé, comme je l'ai dit, elle est dans les derniers mots et qui donne un éclairage sur la volonté de Leskov de décrire, n'est-ce pas, une société au bord du gouffre déjà en 1870. Ce qui n'était pas véritablement le cas de Dostoïevski. Je crois que le cas de Dostoïevski est tout à fait différent, bien qu'il y ait des convergences. Et Dostoïevski, d'ailleurs, se concentre dans Les démons beaucoup plus sur l'histoire contemporaine et sur ce personnage de Nechaïev qui a donné naissance, comme vous savez, à Verkhovensky. Mais il invente aussi ce personnage extraordinaire de Stavrogin, n'est-ce pas, qui est présenté comme le futur tsar rouge. Donc il y a aussi chez Dostoïevski, vous savez, celui qui apparaîtra plus tard, n'est-ce pas, sous d'autres traits. Eh bien, il y a aussi chez Dostoïevski ce caractère prophétique. Mais chez Leskov entre davantage dans la psychologie, si vous voulez, des gens, n'est-ce pas, dans la relation à travers la relation qu'il établit entre, on pourrait dire, les trois pôles, n'est-ce pas, de la société russe à cette époque, c'est-à-dire d'une part la province, parce que l'action commence en province, elle se déplace ensuite à Saint-Pétersbourg et plus loin à Paris. Donc on trouve donc ces trois polarités, n'est-ce pas, qui sont constamment au cœur même de l'histoire russe, qui aujourd'hui, autant comme avant, comme dans le passé, préoccupent énormément, n'est-ce pas, les esprits en Russie et en Occident aussi, dans une perspective évidemment complètement opposée. Mais c'est toujours cette problématique-là du rapport, n'est-ce pas, entre la Russie et l'Occident. Alors il y avait eu des jalons, il y avait eu
la fameuse lettre philosophique de Tchadaev, n'est-ce pas, en 1830, où il faisait en quelque sorte le procès déjà, pas seulement de la société russe, mais de l'histoire russe tout entière, la considérant comme une succession d'épisodes qui ne présentaient pas une continuité, une forme, n'est-ce pas, comme celle qu'il enviait dans les sociétés occidentales. Et il y avait même chez lui une sorte de, comment dirais-je, d'envie, n'est-ce pas, de désir vers Rome, vers le pape, qui incarne l'unité, et considérant que la Russie était toujours restée en quelque sorte à l'écart de l'histoire qui se faisait. Et cela, on retrouve toujours ces composantes, n'est-ce pas? Alors là, pour revenir au roman, pour revenir à Leskov, quand on le connaît surtout par ses skases, par ses nouvelles, et qui ont été traduites, et pour la plupart, en particulier à l'âge d'homme, dans de très bonnes traductions, qui d'ailleurs on retrouve aussi Leskov, je vous signale, dans la Pléiade. Et j'ai eu l'heureuse surprise récemment, il y a vraiment 2 jours, de lire un article dans les Valeurs actuelles, un article sur ce livre, donc sur ce roman à couteau tiré, qui manifeste une connaissance véritablement, je dirais, assez exceptionnelle de l'œuvre de Leskov, et qui rend compte du roman dans une perspective globale qui me paraît absolument pertinente et qui correspond, comme je l'ai dit, à cette approche que j'avais trouvée déjà dans un critique, dans la présentation que Lev Annensky avait donnée des œuvres réunies de Leskov dans les années 80-90, c'était encore à l'époque soviétique, mais à l'époque soviétique, on a trop tendance à oublier que c'était, indépendamment de tout point de vue politique, une époque de grande culture. Et par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, il faut dire que parfois on a des raisons d'avoir la nostalgie des publications de cette époque, même des débats, n'est-ce pas, littéraires, de la qualité de la critique littéraire et puis de la qualité de l'écriture, n'est-ce pas, que aujourd'hui on a bien perdu. Mais je crois que c'est un phénomène un peu général qui n'est pas propre à la Russie. Et cela nous ramène au fond à cette inversion. Donc peut-être on a déjà, que peut-être Thierry a évoqué, à savoir le rapport qu'on peut établir entre le progrès et la décadence. Le catastrophisme, c'est un courant de pensée qui est que j'ai rencontré, puisque j'ai vécu pendant 20 ans dans les pays de l'Est, que j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup plus en Pologne qu'en Russie. Les grands auteurs catastrophistes dont que j'ai traduits, et qui m'ont vraiment nourri, on peut dire, c'était Witkiewicz, c'était Alexander Watt, dont j'ai traduit Mon siècle, c'était Miłosz, Czesław Miłosz, c'était peut-être aussi, beaucoup moins, parce qu'il était essentiellement, il était chrétien, donc il était moins porté vers cette vision catastrophiste de l'histoire, mais quand même, on pourrait aussi ranger Joseph Chbosky. Et c'était des auteurs que j'ai connus grâce à l'âge d'homme, la maison d'édition à laquelle j'ai collaboré pendant 40 ans, et je viens de publier, je vous le signale, mes entretiens avec Vladimir Dmitrievitch, qui a été le fondateur, le directeur de cette maison, et qui a découvert tant d'auteurs. D'ailleurs, pas seulement des auteurs de l'Est, mais aussi des auteurs du monde entier. Alors, nous avions justement, avec Vladimir Dmitrievitch, souvent, parmi nos projets non réalisés, eh bien, il y avait ce roman de Leskov, Nanajar en russe, à couteau tiré, et je suis très heureux que les éditions des Sirtes m'aient permis d'introduire ce roman en français. Parce que, comme le dit l'auteur, ce n'est pas seulement un roman qui mérite d'être connu d'un point de vue strictement littéraire ou strictement même historique, dans le sens, comme je l'ai dit, qu'il s'agirait de mieux connaître, n'est-ce pas, l'histoire du passé. Non, c'est un roman qui parle véritablement de l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui.
parce je crois que le lecteur ne peut s'empêcher, en lisant, n'est-ce pas, tous les épisodes, n'est-ce pas, d'une histoire à la fois sombre et on peut dire assez, disons, l'histoire d'une déchéance, n'est-ce pas? Eh bien, on est amené à comparer l'état de la Russie de cette époque à la veille de la Révolution, mais quand même une cinquantaine d'années avant que la Révolution, on pourrait dire, explose. Mais c'est le moment où la Révolution se prépare. N'est-ce pas? Et il faut dire qu'il y a beaucoup pour revenir à l'histoire et pour revenir au nihilisme, j'ai retracé souvent l'évolution qui a permis l'apparition en Russie de ce phénomène. On l'attribue souvent, d'une manière un peu exagérée, à l'influence des idées socialistes occidentales. Mais en Russie, vous savez, il se produit toujours une réfraction. C'est-à-dire que les idées de l'Occident, les modèles occidentaux, la Russie s'en empare et elle les transforme. Elle les transforme et elle en fait quelque chose qui devient spécifiquement un phénomène russe, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le cas du nihilisme. Il n'y a pas d'équivalent, au fond, dans la société occidentale de cette époque, il n'y a pas d'équivalent au nihilisme russe. Donc les Russes ont inventé le nihilisme à partir évidemment d'idées qui viennent de la philosophie des Lumières, qui viennent du matériel, enfin n'est-ce pas, d'un socialisme qui est essentiellement dirigé contre les piliers de l'ancienne monarchie, le trône et l'autel, n'est-ce pas? Mais qui, sur le plan philosophique, quand même, proviennent avant tout de la mort de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il y a de central, n'est-ce pas, dans le nihilisme, c'est ce refus d'une verticalité qui entraîne une perte de toutes les valeurs. Donc ce n'est pas seulement, le nihilisme ne correspond pas seulement à la volonté de supprimer, de détruire les valeurs du passé, mais il correspond au constat, n'est-ce pas, de l'absence de ces valeurs, un constat selon lequel ces valeurs ont été des illusions, des simulacres, n'est-ce pas, qui ont trompé les gens, qui ont permis l'exploitation des basses classes par des privilégiés. D'où la nécessité de procéder à ce renversement. Alors ce qu'il y a également, je crois, chez Leskov, ce que l'on peut relever chez Leskov d'original, n'est-ce pas, parce qu'on n'a pas du tout cela, par exemple, chez Dostoïevski, bien que le roman de Démons, je le répète, soit tout à fait contemporain, c'est qu'au sein même du nihilisme, il introduit une bifurcation. C'est-à-dire qu'il montre qu'il y a les nihilistes qui sont nihilistes par idéalisme, c'est-à-dire ceux qui croient à une société parfaite, une société qui serait fondée sur la justice, sur l'égalité, sur la fraternité, pour rappeler les mots-clés, n'est-ce pas, de la Révolution française, qui, hélas, je crois, ont été rarement ou jamais appliqués. Mais bon, passons, en tout cas, cela faisait partie d'un idéal, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait une aspiration à un avenir. Et donc, à ce moment-là, apparaît ce principe, n'est-ce pas, de la fin et des moyens, de la fin qui justifie les moyens. Et pour réaliser, pour servir la cause révolutionnaire, pour abolir, n'est-ce pas, une société qui est fondée, qui est inacceptable, n'est-ce pas, inadmissible, immorale, eh bien, on s'accorde à ce moment-là tous les droits de tuer et aussi, mais celui d'être tué. Et alors, il y a dans cette galerie de personnages que l'on trouve dans le roman de Leskov, il y a donc deux catégories de nihilistes. Il y a des nihilistes qui restent attachés à cet idéal, n'est-ce pas, révolutionnaire, et puis il y a au sein de ce mouvement
des nouveaux nihilistes qui considèrent que cet idéalisme ne peut aboutir à rien, n'a aucune chance de réaliser justement ce renversement auquel ils prétendent, n'est-ce pas, cette destruction. Et donc il substitue, c'est un personnage particulièrement noir, je dirais, n'est-ce pas, particulièrement un personnage absolument sans foi ni loi, sans scrupule, et qui est l'un des chefs de cette secte nihiliste qui est décrite dans le roman, qui s'appelle Gordanov, qui veut substituer au nihilisme une autre notion qu'il appelle le négilisme. Et le négilisme, c'est un mot forgé sur néga, qui signifie le plaisir, l'hédonisme, la jouissance, et aussi gil, qui signifie nul, ce qui est nul, ce qui n'a aucune valeur, ce qui n'est rien. Et donc ce sont ces nouveaux nihilistes, ces négilistes donc, s'opposent aux nihilistes de la première, disons, aux anciens nihilistes, et ils vont, eux, au lieu de dénoncer les défauts du système tsariste, ils vont les utiliser à leur profit. Ils vont pénétrer, si vous voulez, entrer dans le tissu même de cette société corrompue, il faut bien le dire, n'est-ce pas, cette société où, et là, Leskov, comme d'ailleurs dans d'autres œuvres, n'a pas du tout, contrairement à ce qu'on lui a parfois reproché, il n'a pas du tout une attitude, on pourrait dire, réactionnaire, dans le sens où il ferait le procès des révolutionnaires à travers ces personnages malfaisants et déplaisants, n'est-ce pas, qu'il décrit, pour justement conforter le système existant. Pas du tout. Les personnages qui appartiennent à la classe dominante sont aussi négatifs dans leur genre, je dis bien, que ces personnages de nihilistes qui sont, n'est-ce pas, et au fond ils se ressemblent, parce qu'ils partagent au fond, n'est-ce pas, la même vision, disons, utilitaire, pragmatique, n'est-ce pas, qui consiste à, comme l'a dit Gordanov, à avaler les autres au lieu d'être avalé soi-même. C'est une des formules de Gordanov. Ou bien il dit il faut détruire la société, il faut dépouiller la société avant de la détruire, alors que les premiers nihilistes voulaient la détruire avant de la dépouiller, n'est-ce pas? Donc il y a une inversion. C'est-à-dire que ce sont, à ce moment-là, non seulement les valeurs de la société tsariste de cette époque qui sont mises en cause, mais ce sont les valeurs de cette idéologie nihiliste elle-même, n'est-ce pas, qui sont montrées, n'est-ce pas, du doigt par Leskov. Alors, quelles ont été les réactions lors de la parution du roman? Elles ont été, comme je l'ai dit, presque unanimement négatives concernant pourrait-on dire, la qualité littéraire du roman et la véracité de ces nihilistes décrits par Leskov. Mais en même temps, on trouve, par exemple, chez Dostoïevski, malgré, n'est-ce pas, ses critiques, un éloge extraordinaire, enfin un éloge extrêmement vibrant d'un personnage qui incarne justement dans le roman ce nihilisme idéaliste, ce nihilisme pur, n'est-ce pas, qui est celui qui veut véritablement, qui aspire véritablement à un monde nouveau et qui ne se contente pas, qui refuse de se contenter de tirer les profits de ce monde ancien en train de, n'est-ce pas, en voie de dislocation. Alors je voudrais vous citer pour donner un peu la parole à d'autres, je voudrais vous citer un mot
un extrait d'une lettre de Dostoïevski à propos de ce roman de Leskov. Cela peut être intéressant puisque, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, ils sont à la fois contemporains, on pourrait dire presque rivaux en littérature. Avez-vous lu le roman de Leskov dans le Messager russe, écrit-il à Maïkov, son correspondant? Beaucoup de mensonges, beaucoup de fantaisies arbitraires, comme si cela se passait sur la Lune. Les nihilistes sont déformés de façon invraisemblable. En revanche, il y a des types isolés. Cette Van Skok, c'est une jeune nihiliste, donc absolument fanatique, n'est-ce pas, qui apparaît dans le roman. Même chez Gogol, il n'y a rien de plus typé et de plus vrai. Cette Van Skok, c'est comme si je la voyais, si je l'entendais, c'est comme si je la touchais. Un personnage absolument renversant. Si le nihilisme des années 60 doit mourir, et ça, le nihilisme des années 60, c'est ce premier nihilisme qui est le nihilisme, on pourrait dire, idéaliste, n'est-ce pas, qui est incarné chez Van Skok. Si le nihilisme des années 60 doit mourir, cette Van Skok restera à jamais dans les mémoires. Et avec quelle maîtrise il a peint nos popes, ce père évangile. Je n'ai jamais vu ailleurs un pope pareil. Quelle destinée étonnante que celle de ce Stepniski, c'est le pseudonyme de Leskov en littérature. C'est un phénomène qu'il faudrait étudier plus sérieusement avec toute l'acuité nécessaire. Alors ce point de vue va être repris par Gorky. Et je rappelle que Gorky, qui a souvent été à tort, enfin qui a été peut-être à juste titre pour certains aspects de son activité très, très critiqué, a joué quand même un rôle considérable de son temps, notamment en défendant des écrivains qui souvent n'étaient pas très bien vus par le régime bolchevique et qu'il a soutenu. Et même rétrospectivement, donc là, il a publié en Allemagne les œuvres complètes de Leskov, et dans sa préface, il revient sur ce personnage de Van Skok. Il parle d'elle comme il dit qu'elle est représentative de ce qu'il appelle les prêtresses de la nouvelle foi. Alors cette notion de nouvelle foi, je rappellerai que c'est justement un des termes favoris de mes auteurs polonais dont j'ai parlé. Ils parlaient toujours du communisme, non pas comme d'une idéologie, je dirais, matérialiste, n'est-ce pas, terre à terre, au fond, n'est-ce pas, fondée uniquement sur l'économie et sur la sociologie. Non, ils parlaient du communisme comme d'une religion inversée. Comme Armand Robin l'a dit aussi de son côté, comme un spiritualisme inversé. Et il parlait de nouvelle foi. Or, je trouve déjà ce terme, vous voyez, chez Gorky, à propos de quelqu'un, d'un personnage qui, au fond, comme Gorky l'a très bien compris, annonce, n'est-ce pas, les fanatiques de la révolution future qui vont exterminer tous ceux qui n'adhèrent pas justement à cette nouvelle foi et qui au fond vont mettre en œuvre, on pourrait dire, une forme de nouvelle inquisition, n'est-ce pas? C'est une sorte d'inquisition. On extermine tous ceux qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas pour nous, peu importe d'ailleurs au fond la question des origines sociales, des origines de classe, elle était souvent plutôt un prétexte. Ce qui comptait avant tout, c'était l'adhésion à l'idéologie dominante, n'est-ce pas? Cette nouvelle idéologie dominante, c'est-à-dire cette nouvelle foi. Et alors il écrit ceci, ces prêtresses de la nouvelle foi, écrit Gorky, étaient prêtes à faire saintement tout ce que leur demandent ceux dans lesquels elles croient. Si on leur demande de tuer, elles tueront. Si on leur demande de mourir, elles mourront. En prison, elles laveront avec amour la chemise sale de leur pire ennemi. Elles peuvent sans se forcer soigner la blessure de l'homme qui vient de les frapper. Elles peuvent cacher des bombes sous leur manteau, mais aussi plaindre leur bourreau. Elles peuvent aussi cacher des capsules de cyanure pour se suicider si c'est nécessaire. Elles peuvent sourire sous la torture. Elles sont comme des bonnes fées pleines d'un amour brûlant et inextinguible pour les hommes, un amour sain, bien qu'il rappelle l'attachement aveugle d'un chien. Alors, j'attire l'attention sur cette notion de sainteté, n'est-ce pas, qui apparaît dans ce contexte, je dirais, révolutionnaire. Et j'ai trouvé les mêmes mots
dans un livre qui vient de paraître, qui est le dernier livre posthume de Tsvetan Todorov, qui était un ami, et qui a consacré un livre à la révolution russe dans la perspective, si vous voulez, en présentant en situant, si vous voulez, les artistes, les grands artistes que l'on connaît, les artistes, les grandes figures de l'avant-garde russe, par rapport à cette révolution. Cela s'appelle le triomphe de l'artiste. Et Tsvetan Todorov, qui a une vision justement de cela, qui n'est pas du tout schématique, qui n'est pas du tout orientée, qui n'est pas du tout tendancieuse, il comprend de l'intérieur, si vous voulez, cet engagement, l'engagement de tous ces jeunes, parce que c'était des jeunes gens, pour démolir l'ancien régime et créer un monde nouveau. Et pour cela, n'est-ce pas, pour cela, eh bien, ils étaient prêts à tuer, et ils étaient prêts à être tués. Et c'est le cas de toute la première vague révolutionnaire en Russie. Et il faut, je crois, bien distinguer entre cette première vague de la première période de la Révolution et celle qui a succédé à l'instauration du stalinisme, qui a été quand même une restauration sous d'autres formes de l'Empire. Donc je pense que cela, Leskov donc, a fort bien perçu, n'est-ce pas, cet engagement absolument farouche, qui ressemble au fond, qui a un caractère effectivement, on pourrait dire, de sainteté, dans la mesure où il suppose une abnégation totale des individus pour la cause qu'ils servent. Et surtout, ce qu'il y a aussi de frappant, c'est la négation totale de l'individualisme. N'est-ce pas, le sacrifice de l'individu pour la cause collective, n'est-ce pas, et pas seulement, mais pour l'idée, n'est-ce pas, pour l'idée que l'on doit servir pour à la fois détruire le monde existant et pour créer un monde nouveau. Ce à quoi, évidemment, on pourrait dire que les bolcheviks ont réalisé, mais ils ont réalisé cela selon une toute autre conception. Et d'ailleurs, on revient un peu ici à cette dichotomie au sein même du camp révolutionnaire dont on a parlé à propos du nihilisme, puisqu'il y a eu ceux qui voulaient, selon Marx, n'est-ce pas, attendre que la conscience révolutionnaire s'éveille dans le peuple pour prendre le pouvoir d'une manière, on pourrait dire, légitime, et puis Lénine, qui était partisan, au fond, du coup d'État, n'est-ce pas, qui voulait d'abord prendre le pouvoir pour ensuite réaliser, n'est-ce pas, réaliser la révolution par la force. Donc il y a cette dichotomie, elle est due, je crois, à la différence entre l'idéologie qui est, disons, qui baigne, enfin qui imprègne la société russe de l'époque de Leskov, et que l'on trouve dans le roman de Leskov, et qui est donc cette idéologie qu'on peut appeler socialiste révolutionnaire, mais qui très rapidement devient elle-même un simulacre, comme on le voit dans le roman, n'est-ce pas, qui est elle-même utilisée par des profiteurs, qui au fond vont en quelque sorte se servir, n'est-ce pas, de la cause à leur profit pour prendre les richesses, pour prendre le pouvoir. Alors, cela va se réaliser plus tard, bien entendu, bien qu'on ne puisse pas... mais on voit apparaître également cette dichotomie. Alors, il y a également dans le roman, on trouve une opposition évidemment traditionnelle entre les idées occidentales et la tradition russe. Alors, je l'ai déjà, je crois, fait... je voudrais vous lire un passage que je trouve assez représentatif de cette opposition qui est permanente, n'est-ce pas, entre une idéologie importée d'Occident et qui est évidemment au cœur de ce nihilisme
est un point de vue qui est défendu par un pope, le pope évangile, qui d'ailleurs est un pope qui lui-même sera inculpé pour avoir aidé les paysans contre les abus, n'est-ce pas, des propriétaires, et qui sera même mis en prison. C'est un pope qui justement sert véritablement, n'est-ce pas, est véritablement chrétien dans son comportement, dans son action, et qui pour cela d'ailleurs est châtié, ce qui est tout à fait, qui montre bien la position qui est celle de Leskov. Et voilà donc le dialogue auquel on assiste entre Joseph Wisleniow, qui est un jeune qui a été, au cours de ses études à Saint-Pétersbourg, il a été initié au nihilisme, il est devenu même chef d'un groupe, il a comploté contre le pouvoir, il a même été emprisonné, et il est revenu dans son village natal, et il dit ceci. Il dit au fond en Russie, je ne comprends pas pourquoi vous restez en Russie. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes attaché à la Russie. Qu'est-ce que c'est que la Russie? La Russie, dit-il, qu'est-ce que c'est? C'est la vodka et le foin. Il y a... Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vois dans votre avenir que du kvass et de l'alcool. Je ne vois que du foin. Alors, le père Évangile lui répond ceci. Il jeta les airs, alors debout au milieu du champ, la soutane retroussée jusqu'à la ceinture, il parla d'une voix calme et retenue. Du foin et de l'alcool. Voici les vivaces parfumées, des herbes odorantes qui poussent à nos pieds. Elles soulagent les douleurs de la poitrine. Plus loin, à 2 pas de nous, je vois la cotonnière des champs flamboyantes qui soigne la chlorose. Là, sur les pierres, pousse l'hysope, ou l'herbe sacrée, contre la toux et les étouffements. Là, vous avez la mare des bois, une plante aromatique qui soigne les nerfs. Ici, l'azarum européen contre les vomissements. L'élébore oriental, excellent contre poison. Ici, les parmélias et le gui du genévrier, une plante énergétique, bonne pour améliorer la tension. Le boldérian pour renforcer les accouchements. Là, les mandragores qui font dormir les anxieux et les déprimés. Maintenant, là-bas, dans le champ, je vois la goulante, une herbe qui soigne les convulsions. Sur la butte, là-haut, pousse l'arbuste de Dieu. Voici la gueule de lion contre les battements de cœur, la renoncule, une plante thérapeutique, etc., etc. Bon, la description est longue. Ce n'est pas du foin que l'on a ici, mon bon monsieur, en lui montrant les champs tout autour, n'est-ce pas? Mais la pharmacie de Dieu. Alors voilà, je crois que cela donne une idée, n'est-ce pas, de cet antagonisme traditionnel entre les deux Russies, on pourrait dire, n'est-ce pas? On pourrait dire cette adhésion à une conception, au fond, matérialiste, n'est-ce pas, de la vie et du monde, et puis une conception donc spiritualiste, mais qui se rattache à la tradition, qui se rattache à l'histoire russe. Alors, pour ce qui est de cette opposition, en quelque sorte, au sein même du nihilisme, entre le nihilisme et le nihilisme, eh bien, il est évident que cela n'apparaît pas tout de suite, n'est-ce pas? Et je voudrais retracer à ce propos les origines proprement russes du nihilisme, en dehors de cette influence occidentale qui est incontestable, mais qui n'est pas non plus le seul facteur, n'est-ce pas, qui permet d'expliquer l'apparition d'un mouvement révolutionnaire en Russie qui entraînera la chute de l'ancienne Russie, au fond, n'est-ce pas, et l'apparition d'une Russie moderne, mais qui ne sera jamais, comme vous le savez, pour autant tributaire, au fond, de l'Occident, qui suivra son propre chemin. Même la Russie communiste elle-même, évidemment, elle a toujours été, n'est-ce pas, elle a toujours essayé de créer sa propre voie.
Et alors, ceci, c'est dans un passage qui concerne l'évolution de Pavel Nikolaïevitch Gordanov, Leskov écrit ceci. Pavel Nikolaïevitch n'a aucune peine à prouver que le nihilisme était devenu ridicule, que par la grossièreté et la polissonnerie on n'arrive à rien, qu'il ne sert à rien de se vanter d'être fort, car cela reste seulement de la vantardise, tandis qu'en réalité, les pauvres novateurs ne connaissent rien d'autre que les besoins et les souffrances, que la force, de toute évidence, est détenue par d'autres mains. Cela, d'autres l'avaient déjà senti depuis longtemps, mais ils n'étaient pas aussi résolus, et ils n'osaient pas dire ce que disait Gordanov. Par contre, Pavel Nikolaïevitch trouva en eux un grand soutien déjà prêt. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui invente cela, mais cela est déjà potentiellement dans l'esprit même des nihilistes qui sont au fond déjà tout prêts à se convertir à cette nouvelle conception, je dirais, utilitaire, n'est-ce pas, du nihilisme. Tous ceux qui désiraient se libérer du cilice et des chaînes du nihilisme, vous voyez, encore des mots de caractère religieux, monastique, étaient pour Gordanov et avec leur aide, Pavel Nikolaïevitch, et avec leur aide. Pavel Nikolaïevitch prouva que le comportement des nihilistes qui avaient fait leur temps ne menait nulle part, sinon à leur perte. Quand Gordanov présenta tout cela dans une forme adéquate, tous comprirent qu'il en était effectivement ainsi et qu'il fallait par conséquent systématiser tout ce bric-à-brac de présupposés mal digérés et mal formulés pour ériger un ensemble cohérent de règles de conduite. Alors, je crois que là, ce qui est exprimé ici va au-delà, je crois, de cette opposition entre, je dirais, des naïfs, n'est-ce pas, des nihilistes naïfs et qui croient à la cause, et de ces nouveaux nihilistes qui, au fond, vont devenir des parasites de la société à leur profit, n'est-ce pas, sur le prétexte de servir toujours, évidemment, la cause de la révolution. Et cela apparaît évidemment dans l'intrigue du roman, puisque Glafira Bodrostina, qui est un personnage de femme fatale, n'est-ce pas, qui a été dépravé dans sa jeunesse par Gordanov, et donc qui n'a plus rien à perdre, et qui utilise sa beauté pour séduire les hommes et pour profiter d'eux, n'est-ce pas, et puis finalement qui va être amené à perpétrer l'assassinat de son mari pour prendre sa fortune. Mais ce qui apparaît comme véritablement ce qui peut apparaître surprenant, mais qui est aussi est dans la signification de ce roman très paradoxal, c'est qu'au moment où ce complot va arriver à son terme, elle n'a plus d'intérêt à tuer son mari, puisqu'elle a réussi à obtenir de sa part qu'il lui lègue dans son testament toute sa fortune. Et à ce moment-là, elle hésite, mais finalement, elle décide, malgré tout, d'aller jusqu'au bout, et au fond, de commettre ce qu'on pourrait appeler un acte gratuit. Je ne sais pas si vous avez lu Les Caves du Vatican. Vous savez, cette notion, on a un peu oublié aujourd'hui, cette notion d'acte gratuit, de crime gratuit, n'est-ce pas, qui était assez en vogue à une certaine époque, dans ma jeunesse en tout cas. Donc on voit apparaître ici une notion nouvelle, n'est-ce pas? C'est celle d'un comportement qui, au fond, relève d'une sorte de... On retrouve cela d'ailleurs dans une autre nouvelle, dans une nouvelle de Leskov qui s'appelle La volonté de faire, où on voit un Allemand qui est très fier de ce qu'il appelle sa volonté de faire, et qui, dans tous ses actes, va jusqu'au bout de ses projets, même si ces projets sont absurdes, même s'ils amènent, n'est-ce pas, si les résultats sont absolument négatifs. Il veut toujours affirmer qu'il a raison, et il va toujours jusqu'au bout de ses projets. Alors il y a là une sorte d'implacabilité, n'est-ce pas, d'absolutisme, n'est-ce pas, qui est au-dessus même des contingences. Les contingences font qu'à un moment, elle a failli être dépossédée de l'héritage, puis elle a la possibilité
par ce Nouveau Testament de l'obtenir, mais malgré tout, elle laisse les événements aller jusqu'à leur terme, n'est-ce pas? Et il y a là quelque chose, il y a presque d'abord une sorte de fatalisme déjà, là-dedans, n'est-ce pas? Et en même temps, une sorte de volonté d'aller jusqu'au bout de ce que l'on a projeté. Alors, il y a aussi un facteur, alors j'ai dit qu'il y avait 3 centres, n'est-ce pas? 3 centres autour desquels tournait l'action du roman. Il y a la province, Saint-Pétersbourg et l'Occident. Et on pourrait considérer que, on considère d'ailleurs très souvent, que la vraie Russie, c'est la Russie profonde, c'est la Russie de la province. Aujourd'hui encore, on entend des commentaires, des discours dans ce sens, opposant Moscou et Saint-Pétersbourg à la province russe, à la Sibérie par exemple, ou à d'autres régions qui seraient plus spécifiquement russes, plus spécifiquement fidèles, n'est-ce pas, à la tradition russe, à l'âme russe, disons, n'est-ce pas, aux vertus russes, vertus d'hospitalité, de générosité, de charité, qui sont d'ailleurs des vertus chrétiennes. Et je crois que là, ce qui est au cœur du roman, c'est cela qui est en question. C'est la question de la chrétienté qui commence à être, disons, qui commence à sombrer dans une société dominée, n'est-ce pas, par le désir de richesse, par le désir de pouvoir, par la cupidité, l'ambition, et avant tout par l'égoïsme, avant tout par la volonté de se servir soi-même avant de servir les autres, etc. etc. Mais je crois en même temps que la vision de Leskov est tout de même très pessimiste, et c'est en cela que l'on peut considérer ce roman comme prophétique, parce qu'on pourrait croire à ce moment-là qu'il y a une chance de salut des valeurs, je dirais, russes dans la province. Mais il montre au contraire que déjà la province est atteinte par ce virus, n'est-ce pas, qui vient de l'Occident malgré tout, n'est-ce pas, parce que Saint-Pétersbourg, comme on le dit, c'est la fenêtre sur l'Occident, n'est-ce pas, c'est la fenêtre sur l'Europe. Et donc, ce sont ces influences en quelque sorte délétères qui sont entrées dans l'intelligentsia pétersbourgeoise, et là on assiste évidemment à un clivage qui est beaucoup plus marqué chez Dostoïevski entre l'intelligentsia et le peuple. Vous savez que Dostoïevski, après le bagne, après la maison des morts, a constamment opposé, n'est-ce pas, le peuple à l'intelligentsia, et considéré que l'intelligentsia occidentalisée était justement un facteur de dissolution de cette Russie à laquelle il était attaché, de cette Russie chrétienne, n'est-ce pas, de cette Russie qui, au fond, a toujours brandi, si vous voulez, a toujours, dans la pratique même, n'est-ce pas, dans la vie même des gens, a conservé des valeurs qui étaient de plus en plus niées en Europe occidentale, sous l'influence du matérialisme, sous l'influence du capitalisme, sous l'influence d'une évolution qui finalement, peut-être aujourd'hui, il semble-t-il, arriverait presque à son terme, mais qui est une action extrêmement corrosive, n'est-ce pas, sur les âmes des gens. C'est cela qui est en jeu. Mais en même temps, donc, on peut dire qu'au début, on a l'impression que la province est préservée, et puis peu à peu, elle-même, elle est soumise, n'est-ce pas, à cette influence donc, qui vient de l'Occident et qui passe par Saint-Pétersbourg. Alors un des phénomènes qui sont décrits ici, c'est le spiritisme, qui était très, très, très en vogue à Paris, et dont cette Bodrostina, cette femme dont j'ai parlé, cette femme fatale qui veut assassiner son mari, va se servir pour se donner une aura de respectabilité, n'est-ce pas, auprès de la société, de la bonne société, où elle a évidemment du mal à s'introduire du fait de son origine, et pour cela elle doit jouer la comédie, et elle s'adonne au spiritisme. Et il y a on assiste donc à une sorte de...
elle présente Joseph Bisléniov, un des personnages de ce groupe nihiliste qu'elle a fait venir à Paris pour qu'il échappe, n'est-ce pas, à des diverses persécutions auxquelles il est l'objet en Russie, dont l'Occident apparaît aussi comme une sorte d'échappatoire pour ceux qui ont, n'est-ce pas, des comptes à rendre ou qui ont des difficultés dans leur propre vie en Russie. Cela apparaît déjà, n'est-ce pas. L'Occident a un double rôle, n'est-ce pas. Il a le rôle de servir, d'être la source, n'est-ce pas, d'idées nouvelles qui vont peu à peu introduire n'est-ce pas, disons, contribuer à détruire la société russe traditionnelle, mais en même temps, il est aussi un moyen de salut, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent échapper à cette Russie. C'est pourquoi Bisléniov disait dans le passage que tu as imprimé, pourquoi vous restez en Russie, il vaut mieux partir. Et alors, je ne sais plus si je... Bon, je ne veux pas abuser de votre attention. Je crois que ce qu'il faut, en conclusion, ce qu'il faut dire, donc, il faut revenir à cet épilogue, n'est-ce pas, de Leskov, quand que j'ai essayé de traduire dans la couverture en reproduisant le tableau de Bakst, Terror Antiquus, qui a été inspiré par les ruines de Troie, mais qui est également un tableau qui est prémonitoire, si vous voulez, de la chute de l'Empire, puisqu'il a été peint en 1906, après la première révolution de 1905, et donc cette succession, disons, de révolutions va évidemment entraîner cet effondrement qui était tant souhaité par les nihilistes russes, mais qui était souhaité, mais aussi pour des raisons qui sont dues à l'évolution du système tsariste lui-même, n'est-ce pas? Et je voudrais revenir sur cette origine proprement russe du nihilisme. C'est que lorsque, selon la table des rangs, sous Nicolas Ier, grâce à l'université, les roturiers ont eu accès à l'instruction, ils avaient, au fond, ils se considéraient qu'ils avaient autant de mérite que les nobles, n'est-ce pas, que les privilégiés, que ceux qui avaient les places, ceux qui avaient les rangs, comme on dit en russe, les rangs, n'est-ce pas. Mais ils n'avaient pas accès à ces places parce qu'ils étaient de côté. Donc ces hommes de trop sont devenus des nihilistes, puis ils sont devenus des terroristes, et puis c'est comme cela que peu à peu ils ont abouti, ils ont créé, n'est-ce pas, en bout de course, est apparue cette figure du policier révolutionnaire qui est le tchéquiste, n'est-ce pas, qui exerce le pouvoir policier au nom de la révolution. Eh bien, tout cela était déjà en germe, on peut dire, dans le roman de Leskov, mais il faut également quand même souligner le fait qu'entre l'idéologie qui était qui avait imprégné cette idéologie au fond anarchiste, n'est-ce pas, qui a imprégné la société russe à cette époque, et l'idéologie jacobine des bolcheviks, eh bien, il y a un abîme. Et que si la révolution a réussi, ce n'est pas à cause ni des attentats terroristes, on a pu assassiner tous les grands-ducs, tous les ministres et tous les tsars successifs possibles. Peut-être que la Russie tsariste aurait résisté, mais elle a sombré lorsque justement sont apparus des gens qui avant même, n'est-ce pas, qui ne se préoccupaient pas du tout de l'idéologie en tant que telle, c'est-à-dire de la conscience révolutionnaire, n'est-ce pas, que la classe ouvrière devait, n'est-ce pas, qu'il fallait inculquer, n'est-ce pas, aux basses classes, sans parler du fait que la classe dominante c'était la paysannerie, alors que le marxisme avait été conçu pour les prolétaires, n'est-ce pas? C'était déjà une maldonne, si vous voulez, pour le marxisme par rapport à la révolution. Donc il fallait prendre le pouvoir en haut, n'est-ce pas? Il fallait faire un putsch, non pas une révolution populaire, mais faire véritablement un putsch, faire un coup d'État. Et c'est ce qu'a fait Lénine en octobre, et ensuite, ayant pris le pouvoir, il a évidemment
transformer la Russie après les premières années d'anarchie révolutionnaire sanglante, n'est-ce pas? Et il a rétabli un ordre, puis finalement, les bolcheviks ont finalement recréé un autre empire que celui du passé, mais quand même une société structurée et qui est soumise à un ordre implacable. Donc c'est là, je crois, ce sont des différences, je crois, qu'il est bon d'introduire pour relativiser, si vous voulez, le caractère prophétique du roman de Leskov, mais qui reste malgré tout, je crois, qu'il mérite d'être lu, d'être connu, pour mieux comprendre l'histoire russe depuis disons, les dernières années du XIXe siècle, on peut dire presque jusqu'à nos jours. 1980. Oui. Y a-t-il quelques questions? Quelle est la place de Raspoutine dans tout ça? Raspoutine, bon, d'abord, c'est évidemment l'homme du peuple. Ce qui a la raison, on parle beaucoup aujourd'hui de l'assassinat de Raspoutine. Bon, Raspoutine, il incarne cette Russie populaire, paysanne, religieuse évidemment, parce qu'il appartenait à une secte, n'est-ce pas? Il était cette Russie sectaire que décrit Leskov. Que dans une partie du roman, à la fin du roman, il y a un épisode justement qui met en scène cette paysannerie, on pourrait dire, qui pratique des rites païens, n'est-ce pas? Lorsque pour la Saint-Michel, ils veulent, pour conjurer une épidémie qui ravage leurs troupeaux et dont ils attribuent la cause à une usine qui a été créée par le grand propriétaire du lieu, une usine de conserve de viande, et eux ils accusent. Donc là on retrouve aussi cette opposition, n'est-ce pas, là, entre le peuple, si on peut dire, les gens du peuple et les possédants. Mais ils procèdent, ils font ce qu'on appelle ils font la fête du feu, n'est-ce pas? Ils font une véritable fête païenne autour du feu. Il faut que, en frottant des morceaux de bois, que le feu prenne de lui-même. Et c'est autour de cette fête du feu, Leskov fait parler, n'est-ce pas, les paysans dans leur dialecte, et là c'est au fond, à l'intérieur même du roman, une sorte de skaz. On peut dire que le personnage de Raspoutine, on pourrait l'associer chez Leskov à cette Russie paysanne qu'il met souvent en scène, là dans son roman, mais aussi dans d'autres nouvelles, n'est-ce pas, et qui est justement où comment dirais-je, des rites, n'est-ce pas, qui sont, on pourrait presque dire des rites magiques, n'est-ce pas, sont pris au sérieux et même ont une action efficace, puisque ou un pouvoir qui n'est pas un pouvoir, je dirais, scientifique, qui n'est pas un pouvoir rationnel, qui n'est pas un pouvoir, vous voyez, pas le pouvoir de la médecine tel qu'on la pratique encore officiellement aujourd'hui et partout. Non, qui serait justement, voyez, un pouvoir mystérieux qui permettrait de guérir des maladies qui ne peuvent pas être guéries autrement, puisque c'est le cas de l'hémophilie du tsarévitch. Et donc c'est comme cela qu'il est introduit dans la famille impériale. Et à partir du moment, mais vous savez que Raspoutine a été extrêmement attaqué par toute une partie de la classe dirigeante, de la noblesse, puisqu'il a été assassiné par le prince Yusupov, qui était parent du tsar. Et ces assassins n'ont pas été poursuivis, hein, ils n'ont pas, pour la forme, mais tout cela a été approuvé par l'ensemble, par l'entourage même du tsar et de la tsarine. Mais beaucoup considèrent que son assassinat a été le premier signe précurseur de la destruction de la Russie. Parce que Raspoutine était opposé avec un bon sens populaire, au fond, n'est-ce pas? Il donnait des conseils, et du fait du pouvoir qu'il avait, puisque chaque fois que le tsarevitch était presque au seuil de la mort, il intervenait, il arrivait à le guérir, et ça c'est un fait, personne ne peut le contester.
eh bien, grâce à ce pouvoir, il avait une influence considérable, comme vous savez, sur la tsarine, et donc sur le tsar lui-même, qui le protégeait, et même qui suivait ses conseils. Et il était foncièrement opposé à la guerre. Il considérait, il a dit d'ailleurs, il a dit à Nicolas II, si vous faites la guerre, vous entraînez la perte de la Russie. Il avait eu cette prémonition, enfin, il avait eu cette intuition, si vous voulez, que cette guerre allait être fatale à la Russie. Donc, on ne peut pas non plus le présenter sous un jour, vous voyez, complètement négatif. Et en plus, il avait on peut dire, il y avait une sorte d'aura de Raspoutine dans une partie de l'intelligentsia russe. Par exemple, Alexandre Blok était un grand admirateur de Raspoutine, le grand poète, n'est-ce pas, l'auteur des 12 et des Scythes. Il y avait, c'est-à-dire, toute cette partie de l'intelligentsia russe qui était justement, qui était tournée vers les sources populaires et aussi on pourrait dire à la fois chrétienne et païenne aussi quand même de la Russie, n'est-ce pas? Il y a était au fond fasciné par le personnage de Raspoutine, qui avait plusieurs facettes, n'est-ce pas? C'était, on le sait, un débauché, mais même sa débauche, elle était aussi quelque part liée à un comportement sectaire. Parce que vous savez que dans la secte des flagellants, par exemple, il s'agissait l'une des idées de certaines sectes, de la secte justement à laquelle appartenait Raspoutine, c'était qu'il fallait traverser le mal pour atteindre le bien. Il fallait traverser se livrer à tous les vices, n'est-ce pas, pour ensuite se dépouiller, n'est-ce pas, et arriver à la sainteté, disons. Vous voyez, il y a cela, n'est-ce pas, ce lien entre le mal sous la forme du vice, de la dépravation, de la débauche, débauche sexuelle, l'alcoolisme, enfin tout ce que vous voulez, de dépravation, n'est-ce pas, qu'il ne fallait pas se retenir, mais qu'il fallait se livrer à tous ces démons, pour prendre le mot de Dostoïevski, afin ensuite d'atteindre à la pureté. Et donc je pense que le personnage de Raspoutine, on le traite d'une façon évidemment aujourd'hui. Avant Raspoutine, absolument, il y a eu un personnage très curieux qui a été reçu à la cour, le docteur Philippe. Ah ben le docteur Philippe, oui. Qui montre bien que l'aristocratie était friand de personnages de ce type. Oui. Alors le docteur Philippe n'était pas un religieux. Non. Et le tsar lui a délivré un diplôme de médecine, et quand il est revenu en France, il n'a pas été reconnu. Ouais. Et je crois que le docteur Philippe avait annoncé, plus ou moins d'une manière sibylline, l'arrivée de Raspoutine. Oui, il y a un lien. Je me demande même s'il n'a pas contribué à plus ou moins l'introduire. Introduire Raspoutine. Oui, non, évidemment, c'est un personnage haut en couleur, mais je pense qu'il a d'autres significations. Question insidieuse, mais je pense qu'il y aura d'autres questions. Quel rapport voyez-vous entre la description de cette société décadente et notre époque? Ben, écoutez, je vous dirais que... Cette société du désir, non, mais on retrouve... une des marques de la nôtre. Ben oui, bien sûr. Quand Gordanov dit il faut avaler les autres pour ne pas être avalé soi-même, etc., qu'il faut... ce désir de bien, n'est-ce pas, de possession, qui devient de plus en plus, n'est-ce pas, qui présent dans cette secte nihiliste, je crois qu'il est très, très... Écoutez, regardez ce qui s'est passé en mai 68. Regardez ce que sont devenus les révolutionnaires. Quels étaient les slogans si on peut dire entre guillemets, des révolutionnaires de mai 68, et ce qu'ils sont devenus après. Hein? Je pense qu'il y en a eu peut-être un ou deux, on peut en citer un ou deux, qui sont restés fidèles à leurs convictions premières, enfin, à celles qui les avaient poussés à faire des barricades, à tout mettre en... Et puis après, ils sont devenus, au contraire, maintenant, ils sont au premier poste, n'est-ce pas? Ils sont au premier poste. Donc je pense que cela correspond tout à fait à cette distinction que l'on trouve dans le roman entre le nihilisme et le nihilisme. Vous avez... quelles sont... comment dirais-je, la dévalorisation à laquelle on assiste aujourd'hui, la dévalorisation du politique.
Justement, dévalorisation des je idées. pensais à un des personnages qui insiste beaucoup sur le désir et sur le côté presque mystique de l'action politique. Et il séduit comme ça sous tout l'échiquier politique. Vous voulez dire dans le roman? Non, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Oui, Ah, oui. qui- Ah, oui, 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 oui. Et on dirait un personnage issu Ben, du roman. C'est-à-dire que ce qui est très très fort dans ce roman, Mhm. c'est qu'il montre ce qu'on peut appeler l'instrumentalisation. C'est que, alors il y a quelques personnages qui échappent à l'instrumentalisation des deux côtés. Il y a des personnages, on peut dire quand même, qui incarnent le bien, qui incarnent la vertu. J'ai parlé du Pope Évangile, j'ai parlé de ça. Bon, ça permet, ce serait trop long de raconter le roman, mais il y a des personnages qui restent fidèles, au fond, à des valeurs qui sont des valeurs conservatrices parce que ce sont des valeurs chrétiennes, qui les mettent, de par leur éducation, mais aussi de par leur nature, n'est-ce pas ? Qui incarnent cette Russie que l'on aime et que l'on trouve aujourd'hui quand on va en Russie, chez les gens, n'est-ce pas ? C'est l'altruisme, le fait de penser aux autres avant de penser à soi, alors que Gordanov proclame le contraire. C'est là où apparaît l'inversion. Penser aux autres au lieu de penser à soi. Et évidemment, ce qui a, je crois, contribué énormément à l'effondrement de la Russie, c'est l'aspiration à la liberté. Mais une liberté qui a été très bien définie par je cite souvent cela parce que ça me paraît complètement fondamental, pas par un personnage de Leskov, un personnage de Dostoïevski, c'est dans les démos, vous savez, Chigaliov, qui a d'ailleurs été inspiré par un des idéologues révolutionnaires de l'époque, c'était Skatchev, n'est-ce pas, qui a été un peu le modèle de Chigaliov. Il y avait Pissarr, il y avait Skatchev, c'était tous d'ailleurs des gens qui eux-mêmes étaient d'une intégrité totale, n'est-ce pas, qui se vouaient à la cause de la révolution, qui ne cherchaient pas leur propre intérêt, qui étaient prêts à être tués pour la révolution, comme l'a très bien montré Gorky à propos du personnage de Vanskov. Ça aussi, c'est une différence. Mais apparaissent déjà, justement à travers Gordanov, des personnages, on pourrait dire, de type nouveau, n'est-ce pas, et qui vont chercher à profiter, n'est-ce pas, qui vont devenir des parasites de la société et à instrumentaliser des idées nobles, qu'elles soient d'ailleurs qu'elles soient conservatrices ou qu'elles soient novatrices. Finalement, cela n'entre plus tellement en ligne de compte, n'est-ce pas ? Parce que ce qui compte, c'est l'instrumentalisation des idées, quelles qu'elles soient. Vous savez, je vous ai dit que j'ai travaillé pendant 40 ans avec Vladimir Dmitrievitch, dont les éditions des siècles viennent de publier les entretiens que j'ai enregistrés avec lui. Eh bien, ce qui était très frappant chez lui, il a été beaucoup critiqué. Il a été pour toutes sortes de raisons. On disait qu'il était avare, on disait qu'il était un nationaliste serbe, on disait, etc., etc. Moi, je l'ai connu de près. Eh bien, ce qui était frappant chez lui, d'abord, il était avant tout chrétien, et il appliquait... Et très généreux. Et très généreux, mais surtout, dans sa conception de l'édition, dans son travail d'éditeur, il était ouvert à toutes les idées, tous les courants. Ce qui comptait pour lui, c'était que l'auteur défende ses idées, soit que ce qu'il écrive soit en totale conformité avec ce à quoi il croit, n'est-ce pas, avec sa propre foi personnelle. Et à partir du moment où alors donc c'est pourquoi il publie rarement des livres qu'on lui proposait comme cela. Il détestait cela. Ce qui comptait avant tout pour lui, c'était d'engager des conversations avec les gens pour les connaître, pour les comprendre. Et à partir du moment où il avait cerné, n'est-ce pas, je pourrais dire l'humanité de la personne, vous voyez, voilà, l'épaisseur. Là. Et alors à ce moment-là, il y avait une adhésion. Alors à partir de ce moment-là, il pouvait faire tout pour faire connaître l'œuvre qu'on lui proposait. Mais c'était cela le critère. C'était pas du tout
ni une idéologie ni nationaliste, ni de quoi que ce soit. Alors c'est ce que je trouve vraiment extrêmement insupportable aujourd'hui, c'est que l'on pense par slogan, on pense par étiquette, on pense finalement par des réflexes pavloviens, n'est-ce pas? On cite un nom, il est déjà il est négatif par essence. Vous voyez, on parle souvent, on critique l'essentialisme, mais l'essentialisme il est là, justement. C'est parce qu'on pense par catégorie. On ne regarde pas l'individu, on regardera à quel parti vous appartenez. Et à la fin, fin de sa vie, beaucoup de libraires refusaient les livres qu'il publiait. Ben oui, parce qu'il y avait une telle campagne de boycott, n'est-ce pas, à cause des positions qu'il avait prises au moment de la guerre de Yougoslavie, lorsqu'il avait, au moment du bombardement de l'OTAN sur la Yougoslavie, mais, et du Kosovo. Mais quand vous avez, aujourd'hui, n'est-ce pas, les valeurs sont complètement inversées. Parce que vous comprenez, à partir du moment où on se réfère, par exemple, où on magnifie une cause, par exemple, la démocratie, les droits de l'homme, en soi, deviennent une cause qui est absolument incontestable, n'est-ce pas, qui ne peut pas être contestée. Tout le reste suit, n'est-ce pas? Et même les pires crimes sont validés, parce que on considérera que ils sont, à nouveau, on se retrouve exactement dans la même posture qui était celle qu'on a connue à l'époque soviétique, n'est-ce pas, la fin qui justifie les moyens. Pour répandre, par exemple, la démocratie dans le monde, ce qui est une très belle cause, on va détruire des populations entières, mais cela ne compte pas, n'est-ce pas? Ce seront peut-être des bavures, mais ce ne sont pas des crimes. Mais en revanche, voilà, tout est inversé. Donc je crois que c'est cela. Il y a un manque, je crois, de réflexion critique sur l'état du monde, malgré tous les essais qui paraissent. Il y a parfois de très bonnes disons, interprétations, mais je pense que c'est justement la situation de la Russie qui est décrite par Leskov à cette époque, il y a donc déjà plus d'un... Enfin, ça va bientôt faire... Oui, c'est ça, correspond assez à celle d'aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur l'article des valeurs actuelles et rendre hommage à son auteur, parce qu'il a parfaitement compris le sens du roman et il a reconnu son importance, ce qui n'est pas un mince mérite, parce que même en Russie, ce roman jusqu'à présent n'a pas vraiment été, n'est-ce pas, il est toujours considéré, même par les critiques, par les intellectuels, par les gens de lettres, un peu comme un échec de Leskov. Et beaucoup m'ont dit, mais enfin, écoutez, tant de travail pour faire connaître un roman qui avait été presque désavoué par son auteur lui-même, à quoi ça sert? Alors là, je dois dire que pour une fois, j'ai été très conforté dans mon choix par cet article que je vous recommande, qui s'appelle Nicolas Leskov, le visionnaire oublié. Je vous pose une question? Oui. Vous nous décrivez un Leskov qui est vraiment très très russe, très... je ne connais pas la culture russe aussi bien, mais il vraiment me semble manifester la quintessence de la culture russe. Par ailleurs, on sait, je crois, que quand il était jeune, il a pas mal voyagé en Europe occidentale. À Paris. Oui. Et or, on sait que les liens entre la Russie, entre la culture, la civilisation russe, la civilisation française, et la prochaine conférence à Cannes de Kiev montrera qu'il y a des liens de centenaires, même millénaires, entre la France et la Russie. Est-ce que Leskov a été influencé par la culture française ou il a intégré dans sa... Il a été plutôt influencé par la littérature anglaise. Ouais, vous savez, le roman gothique, ou par la foire aux vanités, qui est citée d'ailleurs dans le roman. Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'il ne faudrait pas croire, parce qu'un écrivain est,
disons, a mis son talent au service, comme on l'a dit, du peuple russe, c'est ce qu'écrit l'auteur de l'article, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement, il faut quand même rappeler qu'il était aussi, que c'était un grand lecteur de la littérature et de la philosophie occidentale. Et donc la Russie a toujours été ouverte. Oui, Toujours été. Absolument. Et alors, parfois, seulement, comme je l'ai dit, les idées occidentales ont toujours été interprétées, transformées, n'est-ce pas, et russifiées, je dirais. Donc, on a toujours tendance à mettre l'accent plutôt sur l'isolement de la Russie par rapport à l'Occident, un isolement qui était réel, parce que, bon, on a connu le rideau de fer, mais il faut rappeler qu'aussi à l'époque tsariste, c'était pas facile de voyager, parce qu'il fallait avoir l'autorisation officielle, hein, il fallait avoir, seuls les privilégiés pouvaient voyager en Occident, ils ne s'en privaient pas. Mais quand même, il y avait un apport considérable de la littérature occidentale en Russie. Alors, il y a eu différentes phases. C'est vrai que c'est au moment, d'ailleurs c'est vers la fin du XIXe siècle que la littérature occidentale va vraiment faire irruption dans la culture russe, n'est-ce pas, et va transformer celle-ci de l'intérieur, et ça va provoquer l'apparition de ce qu'on peut appeler le modernisme. Et l'apparition, n'est-ce pas, de formes nouvelles, que ce soit en peinture, on a pu le voir avec l'exposition Shtukin, n'est-ce pas, qui était présentée à la Fondation Vuitton, où Shtukin n'a collectionné que des tableaux occidentaux. Il ne collectionnait pas la peinture russe, mais uniquement la peinture occidentale. Mais c'est vrai en musique, c'est vrai en littérature. On peut parler, justement, nous avons ici, monsieur Canard d'Esprit a fait un très beau livre sur Diaghilev. Diaghilev a introduit en France la musique russe, la peinture russe, pas seulement les ballets. Et je donnais comme exemple, puisque je me suis beaucoup occupé de cette période, n'est-ce pas, de l'entre-deux siècles, où la Russie s'est occidentalisée, on peut dire, eh bien, c'était au point que certains poètes publiaient leurs œuvres à Saint-Pétersbourg avant. Leurs œuvres paraissaient à Saint-Pétersbourg, dans des librairies de Saint-Pétersbourg, avant de paraître à Paris. Ils avaient plus de lecteurs en Russie qu'à Paris. Et moi, j'ai pu constater aussi ce phénomène lorsque j'allais avec Vladimir Dmitrievitch à la foire du livre de Moscou. J'étais très étonné parce que Vladimir Dmitrievitch n'a pas été seulement l'éditeur, comme je l'ai dit, des grands écrivains russes et des grands écrivains slaves. Et il a édité des écrivains du monde entier, mais il a beaucoup édité, entre autres, les écrivains suisses. Et on peut dire que chez nous, la littérature suisse, je ne crois pas qu'elle soit toujours, n'est-ce pas, au premier rang, n'est-ce pas. On a parfois on est en France un peu condescendant envers la francophonie de la Suisse ou de la Belgique, à tort, parce que parfois ils sont meilleurs que nous. Souvent ils sont meilleurs que nous. Et moi, grâce à Vladimir Dmitrievitch à l'âge d'homme, je dois dire que j'ai découvert la littérature suisse, avec des écrivains absolument remarquables, étonnants, originaux, n'est-ce pas, comme Saint-Gria, comme Pierre Girard, et puis d'autres. Eh bien, en allant à Moscou avec Dimitri apportait toujours des livres suisses. Eh bien, beaucoup de jeunes, des étudiants, venaient demander ces livres. Ils étaient avant tout gourmands de cette littérature suisse que l'âge d'homme apportait, parce qu'ils ne pouvaient pas trop se la procurer dans les librairies russes, n'est-ce pas? Et donc c'était le seul moment, c'était seulement au salon où ils savaient qu'ils pouvaient trouver ces livres, et c'était des gens qui suivaient la littérature suisse et qui connaissaient beaucoup mieux la littérature suisse que beaucoup de nos concitoyens. Mais il avait son siège aussi en Suisse, à Lausanne. Comment? Il avait son siège à Lausanne. Ah ben oui. Mais il a aussi soutenu des écrivains italiens comme Eugenio Corti. Absolument. C'est intéressant. Absolument. Il était très lié à l'Italie aussi, oui, parce qu'il avait vécu, après son départ de Yougoslavie, vous savez, il avait été exfiltré par des contrebandier italien, donc il connaissait bien l'Italie, il connaissait bien la langue italienne, il aimait beaucoup l'Italie. Mais c'est vrai, il avait une grande ouverture, et alors c'est cela qui est tout à fait scandaleux, c'est que justement quand je parlais des étiquettes et des catégories, n'est-ce pas, comme ça on donne des étiquettes, et ça continue. Il y a eu une recension qui était tout à fait honnête, au fond, dans le livre hebdo
des entretiens avec Dimitrievitch, eh bien la première page est une page on pourrait dire, de démolition, parce qu'elle est intitulée « Un nationaliste serbe ». Et la deuxième page est consacrée à l'éditeur, et c'est une page dithyrambique. Et alors, comme s'il y avait deux personnalités, n'est-ce pas? Il y avait le nationaliste serbe d'un côté et l'éditeur de l'autre. Mais moi, qui l'ai connu pendant 40 ans, mais c'était le même. Et il n'a jamais cessé d'éditer des auteurs du monde entier sans parti pris. Sans parti pris. Alors qu'on considérait qu'il était uniquement, qu'il avait été, n'est-ce pas, qu'il avait été en quelque sorte obnubilé par la défense inacceptable d'une idéologie nationaliste, ce qui n'était absolument pas le cas, d'ailleurs, parce que ça aussi c'est une falsification de l'histoire. Alors on falsifie l'histoire et ensuite on applique, on donne des étiquettes. Je me pose une question par rapport à ces étiquettes qui sont mises très facilement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, philosophiquement, des penseurs qui sont essentialistes, ou c'est des choses qu'on remarque aussi dans certains comportements des gens, mais je me demande si parfois certaines étiquettes péjoratives qui ne demandent pas tellement de réflexion, qui ne demandent aucune réflexion, ne sont pas mises avant tout par des gens qui sont nominalistes. C'est-à-dire qui ne croient en aucun concept, mais qui, justement, comme ils n'ont aucun concept précis, quand là le politiquement correct tape, ils savent que le politiquement correct a tapé. Oui, c'est tout à fait cela. Je pense que vous avez raison et que nous sommes victimes d'une forme de nominalisme. Mais qui se présente paradoxalement comme un essentialisme. Alors oui. Oui, c'est-à-dire que les mots, n'est-ce pas, les mots sont déconnectés des réalités, sont déconnectés des faits. Et ils existent en eux-mêmes, n'est-ce pas? Moi j'ai écrit là-dessus dans un livre qui s'appelle L'art contre les masses, sur la dépravation du langage, justement sur ce phénomène qui, me semble-t-il, qui a été préparé par le structuralisme. Parce qu'à partir du moment où on a établi des systèmes de signes, n'est-ce pas, et où on a commencé à parler de produits, aujourd'hui il est courant de dire qu'un livre est un produit. On a entièrement, n'est-ce pas, on a enlevé le contenu, n'est-ce pas, on a enlevé justement le sens, n'est-ce pas, le poids et le sens des mots a disparu, et les mots sont devenus des instruments que l'on utilise dans d'autres buts, n'est-ce pas, que la recherche de la vérité. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Pour en revenir à Leskov, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, ce que vous dites de certains révolutionnaires qui veulent systématiser la révolution, au lieu de rester seulement dans la destruction de l'ordre précédent, systématiser quelque chose? Est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, à Napoléon qui a systématisé les résultats de la Révolution française, ou au Bouddha qui, au moment où il y avait différents courants d'opposition au brahmanisme, a systématisé ça, qui tournait au départ à l'anarchie? C'est-à-dire qu'il y a toujours un besoin d'ordre après le chaos. N'est-ce pas, je crois. Et ça apparaît aussi bien en politique, ça apparaît dans l'histoire, ça apparaît aussi dans l'art. Parce que regardez, après les avant-gardes, elles sont extrêmement utiles à un moment donné pour revitaliser, n'est-ce pas, revitaliser un langage, une littérature ou un art qui ont tendance à se scléroser par la routine, par la répétition, par la reproduction, par les conventions. Mais après, il y a un moment où on arrive, n'est-ce pas, où on se trouve, moi j'ai souvent employé la métaphore du mur, on se trouve devant un mur, n'est-ce pas, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de finalité. Et donc il faut recréer une finalité. Je crois que c'est ça. La table rase, c'est très bien, mais on ne peut pas rester éternellement dans une table rase. N'est-ce pas? La table rase, elle a eu lieu après la Révolution. Parce que si vous lisez les ouvrages de Bounine, par exemple, les Jours maudits, n'est-ce pas, si vous lisez les réflexions intempestives de Gorky, qui a été un des critiques les plus virulents du bolchevisme à ses débuts, ça on a tendance à l'oublier. Ça a été édité, réédité maintes fois. Gorky a été d'une lucidité et d'une vraiment implacable vis-à-vis du bolchevisme. Et d'ailleurs, il a dû s'exiler.
n'est-ce pas, malgré l'apport, malgré l'aide qu'il avait apportée, entre autres avec son argent, puisque vous savez qu'il était, Gorky était l'auteur pendant longtemps le plus vendu aux États-Unis, dans le monde entier d'ailleurs. Il avait des droits d'auteur phénoménaux, et ces droits d'auteur, il les avait mis à la disposition des bolcheviks. Et vous connaissez l'histoire avec, comment il s'appelait, Parvus, n'est-ce pas, qui était son banquier. Et qui était d'ailleurs, c'est lui qui a été le concepteur de la révolution permanente. C'était pas Trotsky, c'était Parvus. Et qui était ensuite qui était un agent allemand et qui a été celui qui a fait le lien avec Lénine, etc., etc., etc. Donc il y avait tout cela. Mais Gorky, malgré cela, quand il a vu cette révolution qu'il appelait de ses voeux, parce qu'on disait que c'était le héros, c'est celui qui annonce la révolution, l'oiseau qui présage les tempêtes, vous savez, eh bien, quand il a vu la révolution telle comment, il était horrifié. Et là, il s'est vraiment dressé, il a écrit des textes, après finalement, il a été interdit et il était obligé de partir. Donc ça, ce sont des tableaux. Il y a aussi des tableaux dans l'autre sens, n'est-ce pas? Quand vous lisez Artyom Vessiole, un des auteurs révolutionnaires de la première période, qui a écrit un roman, enfin pas un roman, c'est un récit de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait lui-même, qui s'appelle « La Russie lavée par le sang ». C'est un titre terrible, « La Russie lavée par le sang ». Ça a été la première phase révolutionnaire, anarchiste, sauvage, barbare, de cette Russie qui justement venait des tréfonds. Ça c'est la Russie populaire, la Russie paysanne, c'est cette espèce de tempête, n'est-ce pas, qui a été préparée par des siècles d'asservissement, bien sûr, par des siècles d'esclavage. Excusez-moi. C'est une révolution bourgeoise plutôt, c'est pas les paysans. La révolution bourgeoise, elle a été faite en février, n'est-ce pas? Bon, mais elle a été suivie. Les bolcheviks ensuite ont pris le pouvoir, pas du tout dans cette optique dont je parle là, pas du tout dans l'optique d'une anarchiste, qui était celle au contraire qui avait été propre, enfin qui était au cœur de la vision des socialistes révolutionnaires. La Russie de la paysannerie. Ils étaient pas propriétaires. Mais ensuite, il a été débordé, n'est-ce pas? Et puis il fallait aussi faire table rase. Il fallait démolir les anciennes structures. Donc, pendant un certain temps, très peu, les bolcheviks ont donné leur aval à ce mouvement. Et puis c'est comme ça qu'ils ont pu d'ailleurs gagner la guerre civile. Ah, c'est comme ça. Ils ont pu la gagner grâce, je pense, à cette violence révolutionnaire des masses, n'est-ce pas? Et puis grâce à la contribution qu'on a souvent négligée des anciennes élites du régime tsariste qui depuis longtemps, alors ça c'est un paradoxe énorme de la Révolution, on va parler bientôt, puisqu'on va célébrer l'anniversaire de la Révolution, je crois que les contradictions incroyables qu'il y avait dans ce mouvement n'ont jamais été, je crois, bien mis en valeur, parce qu'il y avait une part des anciennes élites dirigeantes qui avaient peur, n'est-ce pas, de cette table rase, qui avait peur de cet effondrement, et qui cherchait au contraire à conserver les structures de l'ancien régime sous d'autres formes, et qui très tôt ont compris que le seul parti qui pouvait maintenir l'État et même peut-être restaurer l'Empire, c'était le parti bolchevique. Parce que c'était un parti centraliste, parce que c'était un parti du pouvoir du parti sur le peuple, et pas du tout un pouvoir du peuple, n'est-ce pas? Ce que voulaient justement, pas du tout un pouvoir populaire, mais le pouvoir d'une classe dirigeante, d'une minorité dirigeante qui se sert du peuple, qui instaure son pouvoir sur le peuple, mais qui au début, mais qui doit quand même, n'est-ce pas, avoir l'adhésion du peuple. Donc tout cela est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a à peu près, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais ils sont importants, au moins la moitié des cadres de l'armée rouge et venait de l'armée tsariste. Et l'armée, il y avait peut-être moins d'officiers tsaristes dans l'armée blanche que dans l'armée rouge, n'est-ce pas? Et vous avez par exemple le Berzine, Tukhachevski. Berzine, c'est celui qui a réussi à empêcher
le complot de Lockhart, vous savez, Lockhart, l'attaché militaire britannique, qui avait d'ailleurs failli et réussi au tout début de la Révolution de renverser le pouvoir bolchevique, qui était quand même très fragile au début, n'est-ce pas? Eh bien, il avait demandé, il s'était adressé à Berzine, parce qu'il croyait que c'était... Et puis l'autre est passé dans le camp bolchevique. Et je donne souvent comme exemple celui du comte Ignatieff, parce que c'est tout à fait frappant. Le comte Ignatieff était l'attaché militaire de la Russie au moment de la Première Guerre mondiale, et il avait les clés de tous les avoirs russes en Europe pendant la Première Guerre mondiale. C'était considérable, n'est-ce pas? C'était les avoirs bancaires, c'était des usines, c'était toutes sortes de choses. Et il était le fils, son père était un grand dignitaire de la noblesse russe, il appartenait au conseil de la noblesse. Et il était absolutiste, et il était violemment opposé aux réformes auxquelles Nicolas II a été obligé, vous savez, en octobre, quand il a accepté la Douma, à son corps défendant. Mais Nicolas II était très, très faible. Et donc, il y a eu un complot absolutiste, un complot au sein même du régime, pour empêcher le passage de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, et puis parce qu'on voyait très bien où cela allait aboutir. Au fond, c'était la répétition de ce qui s'était passé avec l'assassinat d'Alexandre II, qui, comme je vous l'ai dit, a été non pas seulement le fait des révolutionnaires, mais le fait aussi de l'entourage de Nicolas, qui était parfaitement au courant, la police était parfaitement au courant du tunnel, etc., de tous les préparatifs des attentats, mais ils ont laissé faire. Comme fort probablement, on a laissé faire l'assassinat de Stolypine, par quelqu'un qui était un agent double, qui était à la fois un agent de l'Okhrana et qui était en même temps qui appartenait au groupe révolutionnaire, au groupe terroriste. Donc tout cela, vous voyez, c'est cette alliance des extrêmes qui est tout à fait, je crois, intéressante. Dans cet ordre d'idées, j'ai la sensation, mais peut-être que vous me l'affirmerez, pour m'être promené pas mal en Russie, dans les anciennes républiques soviétiques, que les bolcheviks ont moins casser les symboles de l'ordre ancien, aussi bien ecclésiastiques que les châteaux, que les révolutionnaires français. Ce qui laisserait penser qu'effectivement, il y avait une certaine collusion entre des parties de l'ordre ancien, de la classe dirigeante ancienne, qui comptaient sur les bolcheviks pour rétablir... Oui, il y a eu véritablement... Je veux dire, c'était pas l'effet du hasard, n'est-ce pas? C'était, par exemple, ce comte Ignatieff, il a donné tout cet avoir aux bolcheviks. Et il a été reçu en Russie comme un héros. Parce que cela a été tout à fait encouragé par les bolcheviks, n'est-ce pas? C'est transfuge, je dirais, n'est-ce pas? Transfuge de l'ordre ancien à l'ordre nouveau. Il y a le cas aussi, moi je me suis beaucoup occupé, parce que c'est un personnage fascinant, parce qu'il y a eu parmi les bolcheviks des personnalités absolument extraordinaires, il faut bien le reconnaître, à un titre, je dirais, purement, esthétique, n'est-ce pas? Je porte pas de point de vue. Mais par exemple, quelqu'un qui était Tchitcherine. Tchitcherine était quelqu'un d'extraordinaire. Il était commissaire du peuple aux affaires étrangères. C'est lui qui a signé la paix de Brest-Litovsk que Trotsky ne voulait pas signer. Il était un ami intime de Lénine. Et là, eh bien, tout son ministère était constitué dans le cadre de l'Ancien Régime. Sans parler aussi qu'il y avait beaucoup d'homosexuels, parce que lui-même appartenait à cette confrérie. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais tout cela, mais eux, ils ont été ensuite liquidés par Staline. Parce qu'il y avait une relève, n'est-ce pas? Ils ont été liquidés par Staline. Lui, il est resté jusqu'en 1930, il était malade. Et c'était un homme de grande culture. Son oncle était un des grands philosophes libéraux, n'est-ce pas, de cette époque, de la période précédente, et il avait été élevé par son oncle, qui lui avait cédé tous ses biens dans la région de Tambov, et il a tout donné au bolchevisme, et il a consacré sa vie au bolchevisme. J'ai écrit un livre qui s'appelle Tchitcherine, Mozart et la Révolution, parce qu'il a écrit sans doute le plus beau texte que j'ai jamais lu sur Mozart. N'est-ce pas, un essai sur Mozart mais qui n'a jamais eu aucun succès. Je l'ai trouvé par hasard chez un bouquiniste. Il avait été quand même publié dans les années 70-80 en Russie.
Et quand je l'ai publié en France, on publiait la même année, c'était l'année Mozart, des idioties de Philippe Solers ou je sais plus, Emmanuel Schmitt ou d'autres. Et ce texte, qui est vraiment le plus beau texte qu'on ait écrit sur Mozart, n'a jamais suscité aucun intérêt, ni de la part des musicologues. Je l'avais envoyé à France Musique, aucun intérêt, etc. etc. Vous voyez, on en est là aussi, aujourd'hui. C'est-à-dire que les textes de valeur, ils n'ont pas beaucoup de succès. Je vais vous poser une question sur la culture, parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup plus de culture à cette époque-là que maintenant. Alors, est-ce qu'il y a une rupture à un moment donné? Pourquoi c'est pour moi? Je crois malheureusement que les dictatures, les systèmes autoritaires sont beaucoup plus favorables à l'éclosion de la création que les démocraties. Mais c'est un point de vue objectif, hein, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. C'est une constatation que je fais de par mon expérience. Je crois. Sur les questions dont vous étiez en train de parler, est-ce qu'il y a des livres, mis à part votre ouvrage sur Tchitcherine? Hélas, non. Ah, si, il y a dans les mémoires, dans le journal de Pierre Pascal, il y a de très beaux passages sur Tchitcherine, parce que vous savez que Pierre Pascal, qui était catholique, hein, et qu'il a toujours été, qui a toujours resté, il n'a jamais abjuré. Il était proche de l'Est. Oui, et il a été, il s'était rallié au gouvernement révolutionnaire. Il est resté de longues années. Il a travaillé au commissaire des Affaires étrangères, donc sous la direction de Tchitcherine, et il a laissé un témoignage sur Tchitcherine dans son journal, qui a été publié à l'Âge d'Homme. Il y a 4 volumes, même 5 volumes du journal, et c'est un témoignage extraordinaire sur cette époque. Parce qu'il faut lire les témoignages des gens qui ont vécu cela, vous voyez. Parce que tout ce qu'on... Écoutez, tous les jours, on monte dans le réseau du monde russe et autres. Tout ça est très bien, bien sûr, je ne veux pas critiquer. Il y a des soviets, je ne sais pas, des spécialistes, des experts qui vont fouiller dans tous les recoins, n'est-ce pas, de l'histoire. Mais vous savez, ils n'en tireront jamais rien d'intéressant. Parce qu'ils voient ça d'un point de vue complètement abstrait. Il faut passer par le vécu de l'expérience, par les réalités, pour arriver à un petit bout de vérité. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est ce que Dimitrievitch, à propos de la guerre de Yougoslavie, il disait, il parlait des touristes assassins. Eh bien, je crois qu'on fait beaucoup de tourisme, même si cela n'est pas, cela ne se termine pas toujours par des assassinats, mais on fait aussi, je crois, beaucoup de tourisme. Enfin, vous-même, vous envisagez d'écrire sur ces questions-là, ou est-ce que... Oui, peut-être, oui. On a toujours envie d'écrire sur ce qu'on a vécu, et puis d'apporter un témoignage un peu différent de ce que des versions officielles, disons, qui courent à droite et à gauche sur différents événements de l'histoire. Merci beaucoup, mais peut-être il y a encore des réflexions. Oui, vous voulez dire quelque chose? Attendez. Oui, allez-y. Je voulais poser la question suivante. De manière générale, comment pouvez-vous expliquer cette manque entre guillemets, de cartésianisme chez le peuple russe? Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a une espèce de propension vers une sorte de masochisme politique absolument inexplicable, où les pays, certes critiquables, mais parfaitement bien constitués, avec l'art, avec le fonctionnement, surtout à la fin du 19e, début du 20e siècle, une sorte d'extraordinaire développement économique, et soudainement, cette trahison, même pas trahison, déménagement vers un néant, déménagement vers quelque chose qu'on peut appeler tout simplement une dévalidation d'esprit humain. Tchitcherine lui-même, un personnage merveilleux, avec Mozart, ceci, cela. Donc comment c'est possible? Tchitcherine, bolchevique et Mozart. C'est ces deux pôles électriques que je ne parviens pas à éclairer. Vous avez raison. Je crois que cela est lié à un autre mode de pensée et un autre mode, je dirais, de sentir. Et ce qui montre que malgré tout, malgré
des prétentions à l'universalisme, n'est-ce pas, et à cette idée au multiculturalisme qui suppose qu'au fond tout est pareil, hein, qu'il y a que tout se... Je crois au contraire qu'il y a quand même des modes spécifiques de penser, de vivre, de sentir. Et vous savez, je pense que là, quand même, peut-être dans l'inconscient russe, il y a quand même une part d'irrationalité qui vient quand même de la religion, qui vient de la religion telle qu'elle a été, qui vient de l'orthodoxie, qui quand même n'a pas grand-chose à voir avec le catholicisme. Et par exemple, moi je me suis beaucoup intéressé à vous savez, à cette notion, on peut avoir, il y a toujours deux aspects, si vous voulez, dans la Russie. Regardez la notion de Moscou, troisième Rome. Vous savez, la fameuse idée de Moscou, troisième Rome. Elle a été interprétée sur un plan, disons, de messianisme, hein, politique, territorial, je dirais, de volonté de coloniser le monde pour imposer la seule foi véritable qui serait la foi orthodoxe. C'est ça au fond, n'est-ce pas? C'est le relais. Après Rome, c'est Moscou, troisième Rome. Donc et que le monde entier doit conquérir le monde entier pour imposer cette foi. Mais il y a eu une autre interprétation qui était celle de ceux qui sont allés au désert. C'est-à-dire pour qui le Moscou troisième Rome ne correspondait pas du tout à une conception d'ordre, je dirais, territorial, vous voyez, mais seulement mystique. C'est-à-dire le désert. De même que, mais chez nous aussi, nous avons ce clivage entre différentes conceptions de la religion. Vous avez saint Thomas d'Aquin et puis vous avez Pascal. Vous avez le thomisme et puis vous avez Pascal. Et chez les Russes, ce caractère justement irrationnel de la foi a été beaucoup cultivé. Et puis aussi, je crois que ça dépend, vous savez, chez Dostoïevski, vous avez cela. J'en reviens à la notion de liberté. D'une liberté qui peut ouvrir à tout. Regardez, chez Dostoïevski, le personnage d'Alyosha, dans les frères Karamazov, il est une sorte de saint, n'est-ce pas? C'est le personnage qui incarne avant tout les vertus chrétiennes. Et dans les notes de la suite que Dostoïevski voulait donner à son roman, Alyosha devenait, il préparait un attentat contre le tsar. Il passait au camp de la Révolution, Alyosha. Et Bartine a très très bien analysé cela. C'est-à-dire que dans la liberté chrétienne, et Vladimir Dmitrievitch développe aussi très bien cela dans les entretiens que j'ai eu avec lui, c'est-à-dire cela, c'est la liberté qui vient du Christ et qui nous donne, au fond, cette liberté qui nous permet de faire aussi bien le bien que le mal. Et quitte à être jugé ensuite, voyez, mais qui ne répond pas à un jugement a priori. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des slogans et des étiquettes. Ce n'est pas un jugement a priori qui consiste à dire celui-ci est bien et celui-ci est mauvais, n'est-ce pas? Celui-ci est bon et celui-ci est mauvais. A priori, n'est-ce pas? Qui ne correspond pas à des catégories. Et je crois que ça c'est propre aux Russes. Je crois que c'est propre aux Russes. Celui qui a incarné cela d'une manière presque folle, c'est Rozanov. Bien sûr. Mais là, vous parlez des Russes, tandis qu'au fil des années, dès la victoire du bolchevisme, la russité disparaît. Et ce qu'il y a, il existe une espèce de quelque chose que j'appellerais les mutantes qui sont sur les bases de la Russie. Ces mutantes-là, ils pensent de la manière suivante, c'est mon sentiment. Je ne crois pas à ce que je vois parce que je ne vois que c'est à quoi je crois. Oui. Donc la question, est-ce que cette manière d'être mutant n'a pas développé des virus ou des bactéries qui se sont tout simplement qui avaient été inoculés en Occident depuis après la guerre? Je ne parle pas des 68 parce que c'était
Ça, c'est peut-être d'ailleurs plus actuel que soviétique, hein, moi que ce à quoi je crois. Oui, bien sûr, mais le soviétisme est au fondement du choses. Écoutez, moi j'ai assisté à cela très souvent, puisque j'ai vécu 20 ans sous le communisme, donc, et on disait, devant des faits qui étaient quand même extrêmement troublants, par exemple le pacte germano-soviétique, ça a quand même été choquant. Par rapport, pendant longtemps, on développait l'action avant tout antifasciste, et puis brusquement, le pacte. Bon. Eh bien, les gens disaient, ils le savent mieux que nous. Vous savez, je crois que c'est un peu l'idée de l'abêtissement. C'est un peu l'idée de Tertullien, vous savez. Abêtissons-nous. Renonçons à notre propre jugement, parce que eux qui sont là-haut, et ils le savent mieux que nous. Cela correspond à une sorte d'identification entre le savoir et le pouvoir. Ceux qui nous dirigent, ils ont le pouvoir parce qu'ils sont plus intelligents que nous, parce qu'ils ont accès à ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Et donc croyons, comme tu dis, je ne vois. Je ne crois pas ce que je vois, parce que je crois ce que je vois. Ce que je vois. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, ça c'est aussi un problème philosophique. Ça a été très bien. C'est la modernité. Je crois que c'est pas c'est ni russe ni occidental. Je crois que c'est, je crois, lié aussi à un phénomène qui est de plus en plus évident aujourd'hui, qui est le phénomène de la création de castes. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que le bolchevisme a été engendré, c'était une caste. Et aujourd'hui, nous vivons sous régime de caste. Mais la différence, c'est que c'est au nom de l'égalité, du progrès. Alors que les bolcheviks n'allaient pas jusque-là. Il y a une phrase qui est un peu plus simple en français, qui est la suivante, c'est que si je vis comme je pense, je finirai par penser comme je vis. Oui, c'est ça. 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 Oui,